Donc ce soir, on va vous parler des colorants dans les tapisseries anciennes et on va vous montrer comment est-ce que la physico-chimie peut nous aider à apporter des réponses à l'histoire de l'art. Donc la première question qu'on se pose, c'est quels sont les matériaux qui composent les tapisseries. Les tapisseries, en fait, sont des fils teints tissés. Et pour teindre ces fibres textiles, on doit utiliser un mordant qui va permettre qu'il y a un élément chimique qui va permettre au colorant de s'accrocher à la fibre. Donc en fait, il y a beaucoup de différents composants dans les tapisseries. Et ensuite, la seconde question qu'on va se poser ce soir, c'est comment est-ce qu'il est possible d'obtenir des informations sur ces tapisseries sans toucher à l'œuvre. Parce que les tapisseries sont des objets de musée, donc on a des contraintes de conservation qui sont imposées sur ces objets, et notamment, il faut faire en sorte de faire le moins de prélèvements possible. Donc on va vous montrer comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Donc d'abord, un contexte un peu historique. Est-ce que vous savez ce que c'est une tapisserie? Est-ce que vous savez quel était l'emploi premier des tapisseries? Non, personne. Oui, c'est ça. En fait, les tapisseries, à l'origine, c'était fait pour isoler les pièces. Et donc, c'était accroché au mur. Sauf qu'au bout d'un moment, on a joint l'utile à l'agréable et on a commencé à atteindre des paysages, des scènes mythologiques, plusieurs types d'iconographie sur ces tapisseries. Et donc, il y a énormément de métiers qui sont impliqués dans la fabrication des tapisseries, notamment les teinturiers. Donc, ce sont ceux qui vont teindre les fibres, et les lissiers. On vous a mis là plein de mots qui correspondent un peu à l'univers de la tapisserie. Et il faut savoir que l'une des tapisseries les plus anciennes que l'on a retrouvées, elle date du Moyen-Âge et c'est la fameuse Dame à la licorne, qui est au musée de Cluny, dont on vous parlera après. Et notamment aussi, vous voyez petit teint et grand teint. Et en fait, le petit teint et le grand teint, ce sont des catégories de colorants qui a été mise en place au XVIIIe siècle. Et en fait, les colorants de petit teint étaient réputés pour être peu solides et donner des couleurs relativement ternes, par opposition aux colorants de grand teint qui, eux, étaient réputés comme solides dans le temps, donc ne s'abîmant pas à la lumière, et donnant des couleurs très vives. Et en fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux connaître l'histoire des manufactures, parce qu'il y a certaines manufactures, notamment la manufacture d'Aubusson ou celle des Gobelins, où les colorants de grand teint étaient obligatoires et on avait absolument interdiction d'utiliser les colorants de petit teint. Donc c'est intéressant de pouvoir identifier les colorants dans les tapisseries qui proviennent de ces manufactures, puisque ça permet aux historiens de l'art de mieux connaître l'histoire de ces manufactures, de voir s'il y avait eu des fraudes, est-ce qu'on a utilisé des colorants de petit teint alors qu'on n'avait pas le droit. Et ça nous donne aussi une idée de l'aspect économique de ces manufactures. Les expériences qu'on mène, ça nous permet aussi d'enrichir un peu l'histoire des techniques, puisqu'en découvrant quels colorants étaient utilisés à telle époque, ou encore le tissage des tapisseries, on en sait un peu plus sur la circulation des colorants, l'histoire des techniques. Et il y a aussi une autre problématique qu'on a sur tous les objets du passé, notamment sur les tapisseries qui sont des objets finalement assez fragiles, c'est la dégradation, puisque l'exposition à la lumière, mais pas seulement, mais en partie l'exposition à la lumière, ça va entraîner la dégradation des colorants et même des fibres textiles. Et donc les tapisseries, au cours de leur vie, en général, ont beaucoup, notamment celle de la Dame à la licorne, ont beaucoup de restauration, sauf que ce n'est pas toujours possible de les voir, puisqu'à une époque, on n'avait pas encore toutes les normes de restauration qui étaient mises en place. Donc on ne voit pas forcément ces zones de restauration. Et en fait, nos expériences vont permettre de mieux les identifier, vous verrez tout à l'heure comment. Et donc tout ça, ça nous permet de résoudre les mystères des tapisseries. Et maintenant, Pauline va vous montrer quelle est la première étape qu'on effectue lorsqu'on analyse les tapisseries. Merci. Alors quand on va aller analyser une tapisserie, donc nous on se déplace dans les musées pour aller les analyser, on va commencer par les observer. Vous me direz, ça paraît simple comme ça, mais qu'est-ce qu'on va observer? En fait, on va regarder la technique qui a été utilisée pour faire cette tapisserie. Donc, par exemple, on va regarder le tissage. Ici, on vous a mis un exemple de tissage qu'on peut retrouver sur un aplat de couleurs, par exemple. Donc, on va avoir des tissages en chaîne simple, où là, le fil de trame, donc le fil de couleur qu'on voit apparaître sur la tapisserie, va passer sur un seul fil de chaîne à la fois. Donc, les fils de chaîne, c'est les fils qui sont tendus sur le métier à tisser, qui va nous donner, du coup, un tissage assez fin. On a aussi la possibilité de faire un tissage en double chaîne ou en triple chaîne.
Le fait de savoir de quelle façon a été tissée la tapisserie va nous donner aussi une indication sur sa valeur, sa préciosité, puisque vous imaginez que lorsqu'on fait un tissage en simple chaîne, on va avoir besoin de beaucoup plus de matière et on va avoir un grain beaucoup plus précis au niveau du dessin sur la tapisserie. Donc ça peut nous donner l'indication de si le commanditaire de l'œuvre a voulu qu'elle soit très très précise ou non. Les techniques de tissage, on les retrouve aussi pour passer d'une couleur à l'autre, c'est la technique du battage par exemple, ou alors pour faire des motifs, par exemple les pointillés où on va retrouver de temps en temps un petit point de couleur différent. Et alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour observer ça? Parce que quand on va dans les musées, on regarde les tapisseries, on ne le voit pas forcément. Nous, ce qu'on utilise, c'est un petit microscope portable qui en fait est branché, comme vous voyez là, à l'ordinateur et va nous permettre d'aller regarder au plus près les fibres. Et c'est ce que vous allez faire avec nous. Donc on aurait besoin d'un volontaire pour venir essayer d'identifier les tissages qu'on a réalisés avec Hortense. Alors on n'est pas lissière, donc c'est pas de la grande qualité, mais on a 3 petits échantillons qu'il faudrait venir essayer d'identifier. On vous a donné des indices, hein. On ne vous laisse pas tout seul. S'il s'agit d'un tissage en simple chaîne, s'il s'agit d'un chiné, si vous avez besoin d'indices, on peut vous aider. S'il s'agit d'un tissage en double chaîne ou de pointillés. Donc pour ça, il faut que quelqu'un vienne utiliser le petit microscope pour essayer de deviner. Bien sûr, il y a un intrus. Excusez-moi, quelle différence vous faites entre le chiné et le pointillé? Alors, est-ce que je vous dis tout de suite la réponse? Je ne sais pas. Déjà, j'aimerais bien que quelqu'un se porte volontaire pour essayer le microscope. Alors, donc la demoiselle qui s'appelle Léa, enchantée, est en train de positionner le microscope et donc c'est dommage que vous ne puissiez pas voir l'écran, mais en fait, ça lui permet de faire un zoom entre de x50 à x200 sur les fibres, ce qui permet d'avoir un assez bon détail. Et pour faire la mise au point, tu peux tourner la molette. Voilà ce que Léa est en train de voir actuellement. Alors, donc, tu peux peut-être regarder les différents avant de te positionner sur quel type de tissage il s'agit. Voici le deuxième et le troisième. Alors, Je dirais que celui-là, c'est le simple chaîne. oui, alors donc le premier qui est montré, le premier cadre rouge que je vous ai montré, c'est le simple chaîne. Celui-ci, Léa a bien trouvé, il s'agissait d'un tissage en simple chaîne. Donc on a passé le fil de trame à chaque... c'est la chaîne. C'est les chaînes que vous voyez là, et perpendiculaires, c'est les trames. Les trames, c'est en couleur. Tout à fait. Donc pour le bleu, on est sur un tissage qu'on voit un peu plus grossier comparé à celui-ci. Donc on est sur du tissage double chaîne. Donc on voit moins les chaînes, là on a réussi à les dissimuler un peu plus. Et sur le dernier, alors, oui, ouais, alors du coup, pointillé, c'est quand on va avoir un point de temps en temps de couleurs différentes, alors que pour le chiné, on va avoir la fibre qui va être composée de plusieurs fils de couleurs différentes pour donner au final l'apparence d'une couleur plus claire. Donc voilà, bravo, merci. Alors donc pourquoi est-ce qu'on vous a présenté par exemple le chiné? Parce qu'il se trouve que, donc moi je travaille sur la tapisserie de la Dame à la licorne, et là vous avez un exemple, donc j'ai travaillé sur la tapisserie de Mon Seul Désir, et on s'est intéressé à une petite zone en bas à droite, que vous voyez juste ici. Et donc sur cette image, vous pouvez voir que là, il y a une partie qui est quand même un rouge assez vif, et juste en dessous, qui semble très délavée. En fait, cette zone délavée a été restaurée en 1889 par un lissier. Et pour ça, il a utilisé des vieilles laines de rebut, donc qui à l'époque devaient être de la même couleur qu'au-dessus, de l'époque médiévale, mais qui aujourd'hui se sont beaucoup dégradées. Donc, comme on allait l'analyser, on allait observer ce qui se passait, mais dans la zone rouge, qu'on a un tissage qui est très très serré et très uni, alors que dans la zone qui est restaurée, on a un mélange de fils de couleurs. On a un fil un peu rosé et un fil jaune. Dans les verts, on va observer la même chose. Un tissage très serré dans la partie médiévale et uni, alors que dans la partie restaurée, on a un fil bleu et un fil jaune.
Et dans le bleu, la même chose, encore une fois. Un tissage serré et uni, et un tissage beaucoup moins régulier, enfin régulier non, plutôt plus grossier, avec l'usage de 2 couleurs différentes. Donc quand on a observé ça, on était quand même très étonnés, et on a discuté avec les restauratrices du musée Cluny qui ont travaillé sur cette tapisserie. Et en fait, on s'est rendu compte que la technique qui avait été utilisée pour tisser cette restauration était la technique du chiné. Donc cette technique, comme je vous le disais juste avant, c'est sur un seul brin de textile, plusieurs fils de couleurs différentes. Donc, ici, il y a 2 rouges et un jaune. Ici, on aurait du bleu ou du vert qui se serait déjà dégradé avec du jaune. Et là, du bleu et du blanc. Et en fait, on pense que le lissier a utilisé cette technique à l'époque pour justement abaisser la couleur d'un ton, puisque peut-être que les laines qu'il avait sélectionnées étaient beaucoup trop vives par rapport à la partie médiévale. Et donc, par contre, l'étude de la dégradation est encore en cours. Donc, maintenant qu'on a vu comment on observait les techniques de tissage, on va passer à l'identification de la nature des fibres textiles avec Hortense. Donc, il y a plusieurs sources pour obtenir des fibres textiles. À votre avis, d'où proviennent les fibres textiles? Le lin, la laine. Oui, mais ce n'est pas les sources. Mais oui, c'est ça, ce sont des fibres. Voilà, tout à fait. Donc, on a une source animale, donc notamment avec la laine qui provient du mouton. On a autre chose, un autre insecte auquel on pense moins, mais qui... Voilà, très bien, le ver à soie. Et donc ça, ce sont des matériaux donc, protéiniques. Et on a aussi les textiles cellulosiques, donc, qui proviennent de plantes, donc notamment le coton, le lin, le chanvre. Ces matériaux donnent tous des réponses différentes lorsqu'on les analyse avec nos méthodes physico-chimiques, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour les identifier sans prélever. Nous, ce qu'on utilise, c'est la lumière. Donc, je vous explique tout de suite. On utilise un dispositif qui s'appelle la caméra hyperspectrale, et en fait, c'est assez simple. On envoie une lumière, donc ici c'est une lumière halogène, une lumière classique, et en fait le matériau, en fonction de sa nature, il va renvoyer la lumière d'une manière différente. Chaque matériau renvoie la lumière de manière spécifique, et donc c'est comme ça qu'on peut identifier, en fonction de la lumière qu'il a renvoyée. Et en fait la caméra hyperspectrale, donc ce que vous voyez ici, elle va récupérer le signal renvoyé par le matériau, et en fait, elle scanne l'œuvre. Donc ça nous permet de scanner, là c'est à peu près 1,50 m. On scanne 1,50 m de la tapisserie en seulement quelques minutes. Donc on récupère énormément de données, qui vont être dans un cube de données, et on récupère notamment une image. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un nuancier de textile. Donc vous avez de la laine brute, de la soie brute et des textiles mordancés, donc avec de la lin, du tartre ou de l'étain, et de la noix de Galles. Et en fait, ce nuancier, donc il a été enregistré avec la caméra hyperspectrale. Ici, il vous apparaît tel qu'on le voit à l'œil nu. Et en fait, c'est parce qu'on a sélectionné la couleur rouge, verte et bleue et qu'on leur a attribué des longueurs d'onde qui nous permettent de le voir tel qu'on le voit à l'œil nu. Maintenant, si on fait... Donc voilà, ça c'est les longueurs d'onde qui ont été attribuées à chaque canal rouge, vert ou bleu. Maintenant, si on modifie l'attribution du canal rouge, par exemple, et qu'on se déplace dans le proche infrarouge, donc à 900 nanomètres, on va faire apparaître une différence. Donc, on ne voit pas très bien à l'écran, mais en fait, cet échantillon-là, il est légèrement bleuté. Et cette différence, elle apparaît parce que les matériaux ont la propriété d'être... Il y a certains matériaux qui apparaissent similaires dans un domaine, donc le visible, et différents dans un autre domaine du spectre électromagnétique, donc l'infrarouge. Et donc ici, si vous arrivez à voir, on voit que cet échantillon apparaît légèrement bleu, et c'est grâce à l'infrarouge à 900 nanomètres qu'on a réussi à révéler cette différence. Maintenant, si on se décale encore plus dans l'infrarouge, donc ici on est entre 2200 nanomètres et 1500 nanomètres, vous voyez qu'on arrive à créer une différence très nette entre la laine et la soie. La laine apparaît vert, tandis que la soie apparaît blanc bleuté. Et donc, ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est que grâce à l'imagerie dans le proche infrarouge, on peut faire apparaître des différences sur nos matériaux qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Donc maintenant, je vous propose de venir identifier les textiles de la tapisserie d'Aubusson. Donc il nous faut encore un volontaire. Sinon, je désigne, hein, donc... Alors, c'est simple.
En fait, tant mieux. donc là, vous avez la tapisserie d'Aubusson telle qu'elle nous apparaît à l'œil. Et en fait, ce qu'on cherche à faire avec cette manipulation, c'est à faire apparaître de manière la plus radicale possible la différence entre la laine et la soie. Donc là, en fait, vous pouvez sélectionner à partir d'ici les longueurs d'onde. Je le vois vert, le truc. Là, ouais, mais oui, c'est pas. Bon. Vous êtes peut-être daltonien. Je pense pas, mais. Non, non, c'est normal. Donc, en fait, vous pouvez choisir. Est-ce que vous pensez que ces longueurs d'onde-là permettent de plus faire apparaître les différences que celles-là, par exemple? Ce que vous avez dit, c'était que celle-là était plus radicale. Ouais. Eh ben, alors, on peut essayer. Donc, en fait, je vous laisse rentrer les longueurs d'onde là pour le rouge, donc qui correspondent à ici. C'est ça. C'est où? C'est là. Le rouge, c'est 2205. Ouais. Donc Pierre est en train de rentrer dans l'ordinateur au niveau des bandes que vous voyez juste ici, celle-ci, pour essayer de faire apparaître la différence entre, faire ressortir les différents textiles qui se trouvent sur l'image que vous voyez juste au-dessus de la tapisserie d'Aubusson. Pareil à l'ordinateur, mais que vous ne pouvez pas voir malheureusement, c'est qu'au fur et à mesure de ces modifications des longueurs d'onde, il fait varier l'image qu'on obtient. Et donc là, en rentrant ces longueurs d'onde-là, il a obtenu cette image. Donc à l'origine, la tapisserie, elle est comme ça. Ça, c'est telle que nous, on peut la percevoir. Et ça, c'est telle qu'elle apparaît maintenant que Pierre a modifié les longueurs d'onde. Et alors, est-ce que maintenant, en voyant cette image, vous pouvez nous dire quels sont les textiles qui sont présents sur la tapisserie? La laine paraît en foncé et la soie en clair. En fait, cette imagerie, elle nous permet du coup d'imager vraiment les textiles. Donc on va voir ici, là, ces textiles, en fait, on ne sait pas ce que c'est pas si facile que ça d'identifier le textile à l'œil. Et quand on la met comme ça, donc on a vu sur le nuancier que notre laine apparaissait verte. Et donc ici, effectivement, on voit que toutes les feuilles de l'arbre sont tissées de laine, tandis que le fond de la tapisserie est tissé de soie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'ici, on a quelques zones de soie dans le feuillage. Et en fait, ce feuillage tissé de soie, ce sont les couleurs les plus claires. Donc ça nous donne des indications sur le fonctionnement de teinture et de tissage de la tapisserie. Et on a appliqué ça à l'échelle de toute la tapisserie d'Aubusson et on s'est rendu compte qu'effectivement, toutes les couleurs claires de cette tapisserie étaient tissées sur soie, tandis que les couleurs foncées étaient tissées sur laine. Et comme cette tapisserie est composée de beaucoup de couleurs foncées, on a une grande majorité de laine. Et ça a une implication économique parce que la soie était beaucoup plus chère que la laine. Et du coup, on voit bien qu'ils ont essayé de mettre de la soie, mais seulement par petites touches. Bon, ici, c'est le ciel, donc toutes les tapisseries ont des ciels tissés de soie, mais dans le reste de la tapisserie, on a des petites touches de soie, comme ici, pour les couleurs claires. Voilà. Oui. Ensuite, ça, c'est une autre zone de la tapisserie. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on applique les mêmes les mêmes longueurs d'onde sur les canaux RGB, on voit qu'on a des zones rouges qui apparaissent. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? En fait, ces zones rouges, donc, ça correspond à des textiles cellulosiques, donc on ne peut pas identifier si c'est, contrairement aux textiles protéiniques, on a réussi à faire la différence entre les deux avec ces méthodes. On ne peut pas savoir si c'est du coton ou du lin, mais par contre, on arrive à le différencier des matériaux protéiniques. Et en fait, cette imagerie, elle permet de faire apparaître déjà toutes les zones où on voit des fils qui ont été ajoutés, donc ici, 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 ou alors qui sont des fils de chaîne. Et cette zone-là, en fait, c'est une zone de restauration. Et vous voyez qu'avec cette imagerie, elle nous saute directement aux yeux. Donc en fait, ça permet de faire apparaître en quelques clics les zones qui ont été restaurées, qui ont un textile différent. Et ça marche aussi, même si c'est restauré avec de la laine, même si c'est de la laine, elle apparaît légèrement différemment, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, on a appliqué ça aussi sur la tapisserie de la Dame à la licorne, et Pauline va vous dire ce qu'elle a vu. Donc nous, qu'est-ce qu'on a vu avec cette technique-là sur la Dame à licorne? Là, cette fois-ci, je vous présente la pièce qui s'appelle le toucher de la tapisserie de la Dame à licorne. Et on allait regarder, pareil, une petite zone, et on l'a passé à la caméra hyperspectrale. Et voici l'image qu'on a obtenue avec des bandes légèrement différentes que celles avec lesquelles on a travaillé juste avant. Et qu'est-ce que ces bandes nous révèlent? Eh bien, en fait, des zones de restauration. Comme le disait Hortense juste avant, on les voit d'un coup d'œil, en fait.
Ici, on avait déjà remarqué à l'œil nu la bande de restauration. Dans le rouge, en tout cas, c'est facile de la voir. Par contre, dans le bleu, c'est moins facile, quoique. Mais là, en tout cas, elle nous apparaît très clairement. Et non seulement on voit les différences de laine, mais on voit aussi ici un espèce de halo de lumière qui se trouve être, quand on regarde les relevés qui ont été réalisés par des restauratrices, en fait, un ajout un autre bout d'une autre tapisserie qui a été ajoutée pour combler ce trou, en fait, au cours du 19e siècle. Et un œil non averti qui s'approchait de la tapisserie ne le verrait pas tout de suite, alors qu'avec la caméra hyperspectrale, voilà, ça nous apparaît, et ça pourrait être une technique, si on continue à la développer en ce sens, qui va être un outil pour les restaurateurs et restauratrices pour travailler plus vite et pouvoir faire des relevés plus précis sur les tapisseries. Donc maintenant qu'on a identifié la nature des textiles, on va s'intéresser aux colorants. Alors, pour identifier les colorants qui se trouvent dans les tapisseries ou dans les œuvres textiles en général, il faut qu'on crée ce qu'on appelle une base de données. Alors comme ça, c'est un gros mot quand même. Mais nous, on a réalisé des bases de données en colorant naturel, donc dans le cadre de la thèse d'Hortense, et dans le cadre de ma thèse en colorant synthétique. Donc comment est-ce qu'on a fait? En fait, on est allé dans les archives et dans les bibliothèques pour aller regarder les anciens, les anciens recueils ou même juste des livres de recettes pour les répertorier. Et on a fait appel à une teinturière, Charlotte Marimbert, qui travaille en Belgique, à Bruxelles, dans son atelier mirobolant, pour sélectionner donc les recettes, voir ce qui était faisable, réalisable avec les produits d'aujourd'hui, et surtout les sélectionner. Donc dans le cadre des colorants naturels, ça va être des plantes, des animaux, des insectes. Et dans le cadre de colorants synthétiques, on part vraiment de quelque chose qui est chimique. Donc on est allé acheter les colorants en poudre directement, comme vous pouvez le voir là, dans le petit pot. Alors que, voilà, naturel, on va vraiment être sur un peu comme une tisane, si vous voulez. On va dissoudre, la feuille va infuser plutôt dans l'eau chaude. Et donc, ces colorants, une fois qu'on les a sélectionnés, on s'est mis aux casseroles avec Charlotte Marimbert pour réaliser toutes ces recettes. Alors, on va s'attarder quelques instants sur 3 colorants rouges naturels. Alors, est-ce que, comme ça vous dit quelque chose, les noms? Vous les avez déjà vus? Oui. Cocheny, oui. La Garance aussi. La Garance des teinturiers, c'est un colorant rouge naturel qui provient donc d'un végétal. En fait, on va utiliser sa racine qu'on va faire sécher et qu'on va réduire en poudre. Alors que pour le kermès et la cochenille, on est là sur des parasites. On est sur des insectes qui vont, dans le cadre du kermès, s'attaquer aux chênes, alors que pour la cochenille, ces petits parasites vont venir uniquement sur les cactus. Ce qui nous donne un indice sur la préciosité de ces insectes, puisque la cochenille se trouve uniquement en Amérique latine, au Mexique, encore aujourd'hui, alors que le kermès a été élevé en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc identifier le colorant peut aussi nous donner une indication sur la préciosité de la tapisserie. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire une petite expérimentation avec la cochenille. Donc on a ramené des larves qui ont été séchées et il faudrait un volontaire ou une volontaire. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Cela, votre nom? Radouane. Enchantée, Radouane. Alors, la première étape quand on utilise de la cochenille, c'est d'abord de la broyer puisque, comme vous avez vu sur la photo, on a l'insecte séché. Et donc, avant toute chose, il faut d'abord broyer la cochenille. Donc, je vous laisse faire. Oui. Alors, vous allez ajouter 2 cuillères de cochenille dans chaque petit flacon. Ok. Ensuite, vous allez mettre 20 ml d'eau dans chaque petit flacon. Je vais vous la tenir en
un peu plus de 10, c'est pas grave. On mettrait un peu moins après. Tant que ça déborde pas. On n'est pas sur de la science exacte. Voilà. D'accord, on n'est pas dans une recette. Non. Oui, c'est très bien. Alors, on va garder un des flacons, on va le fermer tout de suite. Donc ça, ce sera le flacon de référence. Donc c'est la cochonille dans l'eau. Et donc on est à peu près à un pH de 6 avec l'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des acides et des bases. Enfin, un acide dans un flacon, un peu de base dans l'autre. Donc on va modifier le pH et on va voir ce qui va se passer. Alors, on va commencer par la base. Du coup, je vous laisse mettre Ouais, de toute façon, il ne peut pas y en avoir trop. C'est pas grave si vous en mettez trop, ça va pas exploser. Super. Okay. Donc je ferme le flacon. Et vous allez mettre de l'acide du coup dans le dernier flacon. Ouais, un peu de soude. Ça va s'annuler. Super. Hop. Merci beaucoup. Et alors là, je vous propose de secouer celui-là. Vers le public. Ouais. Vérifiez, voilà. Donc, en fait, il faut comparer avec celui-là. Normalement, on a déjà une modification de teinte. Voilà. Vous pouvez passer à l'acide et pareil, vous le secouez vers le public. D'accord. Et en comparaison avec Ouais, celui-ci. oui, bah. Voilà. Donc là, on vous a montré comment, avec un petit peu d'acide ou un petit peu de base, on peut obtenir des nuances très différentes avec seulement de la cochenille dans l'eau. Et en fait, ça, c'est assez représentatif de ce qu'on a fait, enfin de ce qu'on fait dans l'univers de la teinture et de ce qu'ils faisaient notamment au XVIIIe siècle. Avec un seul petit composant, on peut complètement modifier la nuance d'un colorant et on va obtenir énormément de nuances différentes. Et du coup, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Et du coup, avec le travail, enfin, grâce au travail qu'on a effectué avec Charlotte Marimbert, donc la teinturière, et tous les écrits qu'on avait rassemblés, on a pu constituer une base de données de très nombreux colorants. Donc on a de très nombreux échantillons. Donc on a 600 échantillons de colorants naturels, enfin d'échantillons teints à partir de colorants naturels. Et en fait, ces 600 échantillons, ils ont été faits seulement avec 15 colorants à la base. Donc c'est pour vous montrer un peu l'étendue du nombre de teintes qu'on peut obtenir. Et on a une centaine d'échantillons teints avec des colorants synthétiques. Et je ne sais pas combien il y a de colorants. 10. Une dizaine, voilà. On a une centaine d'échantillons en synthétique avec seulement 10 colorants à la base. Alors, à quoi ça va nous servir cette base de données? En fait, pour identifier les colorants sur les tapisseries, donc on va utiliser les échantillons qu'on a fait en laboratoire comme une référence. En fait, ça fonctionne un petit peu comme quand vous faites, comme quand la police fait une recherche ADN quand il y a eu un crime. Elle va comparer l'empreinte ADN qu'elle a trouvée sur la scène de crime à sa base de données. Et bien là, ça va fonctionner exactement de la même manière. On va comparer les spectres de réflectance qu'on obtient sur la tapisserie avec ceux qu'on a obtenus en laboratoire et en fonction de la correspondance, donc en fonction de la similitude du spectre de la tapisserie avec ceux du nuancier, on va pouvoir les identifier. Et donc là, c'est les nuanciers de Garance-sur-Laine et de Kermès-sur-Laine qu'on a obtenus. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont relativement proches, donc on ne peut pas les différencier à l'œil. Donc on a besoin de ces méthodes-là. Et donc là, si ça intéresse quelqu'un de venir utiliser cet appareil pour enregistrer le spectre de réflectance, vous êtes les bienvenus. Hop.
Ok. Donc là, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est une fibre optique. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a pareil de l'halogène qui va être envoyé. Et en fait, il y a 7 fibres optiques qui vont recueillir le signal qui est renvoyé par l'échantillon. Donc en fait, c'est le même principe que la caméra hyperspectrale que vous avez vue tout à l'heure. Mais là, c'est donc du ponctuel. En fait, la caméra hyperspectrale, elle fait ça, mais fois 2-3 millions de pixels. Là, on le fait en ponctuel. Et donc, je vous laisse faire ça. Hop. En fait, vous allez vous mettre juste au-dessus de l'échantillon. Il faut être perpendiculaire à l'échantillon. À 1 cm, voilà, à peu près. Et là, attendez, hop. Bon, évidemment, ça ne marche pas, mais désolée. Désolée. Mais alors, je vais vous montrer ce que vous êtes censé voir. Là, on a fait tester en fait un échantillon de Kermès et un échantillon de Garance. Et donc là, ce qu'on obtient, ce sont les spectres de réflectance. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les petites bosses ici, ici et ici, qui sont en fait l'absorption du matériau. Et on va regarder à quelle longueur d'onde est-ce que le matériau va absorber la lumière. Et donc ici, par exemple, la Garance, elle absorbe à 510 et 545 nanomètres, tandis que le Kermès absorbe, lui, à 525 et 560 nanomètres. Et ça, c'est spécifique à chacun des colorants. Donc vous savez que si vous avez un colorant rouge qui va absorber à 525 et 560, vous êtes en présence de Kermès. Ah oui, ça c'est l'étape d'après. Oui, du coup, monsieur, si vous voulez identifier le colorant rouge dans la Garance, vous pouvez revenir. Ok. Donc en fait là, avec ça, vous allez pouvoir sélectionner n'importe quelle zone de la tapisserie et voir le spectre de réflexion que vous allez obtenir. Donc par exemple là, si vous voulez vous mettre dans le rouge, vous sélectionnez la zone. Hop. Voilà. Bon là vous avez pris un peu de blanc, donc voilà, parfait. Hop, vous faites clic droit sur le carré. Il faut se mettre dans le carré. Non, vous êtes sorti du carré. Sérieux? Voilà. Hop, et Z profile. Hop, là. Voilà. Et en fait, là, du coup, c'est le spectre du colorant rouge. Et alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez identifier, c'est vous prenez ça, et là, vous pouvez vous déplacer sur le spectre et essayer d'identifier où est-ce que sont les petites bosses d'absorption. Et choisir si vous pensez que c'est plutôt de la Garance ou du Kermès. Alors, il faut avoir l'œil un peu averti, mais vous voyez qu'il y a des petites bosses comme ça en dessous. Et si vous arrivez à identifier la longueur d'onde qui va apparaître ici, vous pouvez dire si c'est de la Garance ou du Kermès. C'est la Garance ou du Kermès. Ouais, c'est ça. Alors, donc ce que Tenouchine est en train de faire sur l'ordinateur, on est sur le même logiciel que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on ne va pas jouer sur les bandes qui étaient affichées, les RVB, mais il est allé cliquer sur une zone rouge de la tapisserie et un spectre en est sorti. Et là, il faut essayer de trouver, avec notre base de données, quel est le spectre qui ressemble le plus à celui-ci pour essayer d'identifier de quel colorant rouge il s'agit. Donc, il faut avoir peut-être un petit œil averti, comme le disait Hortense, mais on a la possibilité de prendre un curseur aussi pour aller se placer sur les différentes bandes, enfin, les différents creux qui sont sur le spectre, pour avoir les numéros correspondants et essayer de comparer avec, du coup, les autres spectres. Voilà. Du coup, la réponse, en fait, ici, c'est léger, oui, donc on le disait, mais ici, on a une bande d'absorption qui va être à 515 nanomètres, et ici, on est à 550 nanomètres. Donc, les longueurs d'onde qu'on vous a données là, ça peut un petit peu se décaler, mais ça veut dire qu'on a de la Garance. Parce qu'on est à 515, ou je ne sais plus combien j'ai dit, 515 et 545. Et donc ça, c'est significatif de la Garance. Et donc comme ça, juste avec notre caméra hyperspectrale, on a réussi à identifier le colorant rouge dans la tapisserie d'Aubusson. Alors maintenant, on a un autre colorant dans la zone bleue. Donc je vous propose de bien regarder ce spectre, parce qu'on ne peut pas vous afficher les deux en même temps, mais... Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder l'allure générale du spectre. Et à votre avis, à quel colorant ici ça correspond?
Ouais. C'était le C, du coup, vous avez identifié l'indigo. Voilà. Et alors là, on va faire pareil avec une zone jaune donc, qui se trouve ici. Donc, enregistrer un peu la forme du spectre. Alors là, c'est un peu plus dur. À votre avis, quel spectre c'est? Le A? Ouais, effectivement, c'était le A. Et en fait, le A, c'est de la gaude. Alors la gaude, c'est une plante qui est très répandue d'ailleurs, qui nous permet d'obtenir un colorant jaune. Et c'est assez similaire, alors je ne m'y connais pas trop, c'est assez similaire au genêt des teinturiers qui est aussi utilisé pour faire des jaunes. Et en fait, ce sont des plantes qu'on retrouve un peu partout, qui poussent en bord de route notamment. Et donc qui font partie des colorants du 18e qui étaient autorisés pour faire les jaunes. Les colorants de grand teint. Et donc là, je vous avais aussi mis ici, c'était le spectre de l'écorce d'aulne, donc qui est l'écorce du bois d'aulne, qui nous permet de faire plutôt des teintes marron. Et alors là, c'est niveau au-dessus, ça c'est un vert, et donc à votre avis, il est issu d'un mélange de plusieurs de ces spectres. Et donc à votre avis, de quoi il est issu? Ouais. Bon, c'est un peu facile en vrai, mais... Oui, alors effectivement, vous voyez que là, on a la pente du coup de l'indigo à 660 et là, on a l'absorption de la gaude entre 420 et 440. Et si vous regardez ici, on a bien l'indigo qu'on identifie et là, on a la gaude. Donc voilà, et donc pour répondre à la question de madame tout à l'heure, oui, il mélangeait les colorants et ça fait partie d'ailleurs des difficultés de notre travail, c'est qu'il ne mélangeait pas juste 1 ou 2 colorants, mais dans les traités anciens, on peut aller jusqu'à 4 voire 5 colorants qui sont en mélange. Et en fait, plus on mélange les colorants, plus moins ça devient lisible sur nos spectres d'absorption. Et du coup, plus ça complique notre travail. Mais on essaye avec d'autres petites techniques d'obtenir des indices, des marqueurs de chacun des colorants pour réussir à identifier ces mélanges. Mais c'est aussi pour ça que sur les tapisseries, c'était relativement rare de trouver un seul colorant. En général, il y avait énormément de mélanges. Parce qu'en fait, la teinture, c'est un peu comme de la cuisine. Si la couleur ne leur plaisait pas, ils rajoutent des petits trucs. Il n'y avait pas vraiment de recette exacte. Donc, c'est assez rare qu'il y ait des colorants qui soient uniques pour une teinte. Excusez-moi, dans une tapisserie, tout n'était pas teint. Toute la laine ou la soie n'était pas teint au départ pour faire la tapisserie. Si. Il pouvait y avoir des rajouts, par exemple, il n'y en avait pas assez. Et on rajoute. Ah oui. Bah, après, oui, mais la fibre textile est toujours teinte avant d'être tissée. Oui, d'accord, mais je veux dire, si on a fait, je sais pas, 5 kilos, ouais. qu'on en a besoin de 6 kilos, ouais. Le dernier kilo, ouais. c'est une autre teinture. Oui, c'est une autre teinture, oui. Après, ça fait partie du métier de teinturier. Ils ont un œil très aguerri et en général, ils arrivent à recréer une teinte. On leur montre une teinte et ils arrivent à recréer une teinte similaire, même si la recette de teinture n'est pas forcément identique, surtout si ce n'est pas le même teinturier. Ils arrivent à recréer une teinte. Enfin, ça fait partie de leur travail, quoi. Mais effectivement, il pouvait arriver qu'il y ait des erreurs. En fait, c'était l'étape du kilotage. Donc, on estimait le nombre de kilos qui allait être nécessaire pour fabriquer la tapisserie. Et dans les cas où il y avait des erreurs dans cette estimation, on pouvait avoir besoin d'autres teintures. Et donc là, vous avez vu, donc, comme on vous l'a dit, qu'on avait identifié la garance dans la tapisserie d'Aubusson. Et j'ai appliqué la même méthodologie sur une tapisserie qui provient des Gobelins. Donc les Gobelins, c'était la manufacture royale au XVIIIe qui était censée tisser uniquement pour le roi. Donc c'est la manufacture qu'on imagine être la plus prestigieuse. Et donc c'était intéressant de pouvoir comparer les techniques des deux manufactures. Et effectivement, alors la comparaison, on a fait sur une seule tapisserie parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et effectivement, sur cette tapisserie-là, qui représente les amours des dieux Vénus et Vulcain, on a vu que la très grande majorité des zones rouges-roses sont teintes à la cochenille, tandis qu'à Aubusson, c'est plutôt teint à la garance. Et encore une fois, on en revient toujours à cet aspect économique, la cochenille était bien plus chère que la garance. Et donc, ça nous donne une indication sur la hiérarchie, en quelque sorte, de ces manufactures. Et voilà. Et donc, je vais laisser Pauline conclure sur tout ça. Oui. Là, vous voulez dire la cochenille était beaucoup plus onéreuse oui. que la France, mais est-ce que la qualité de couleur qui était donnée par la cochenille était supérieure?
Alors en fait, c'est assez... déjà, c'est pas exactement les mêmes teintes. En fait, la garance, elle donne un rouge plus orangé, tandis que la cochenille, vous l'avez vu, ça peut donner énormément de teintes. Et donc, en fait, c'était plutôt cochenille kermesse qui était mis en opposition et la garance, elle, était de son côté. Et j'ai oublié votre question, pardon. Non, est-ce que la cochenille donnait Oui. En fait, à l'époque, ils avaient l'air de le croire, mais après, les trois colorants, garance, kermesse et cochenille, étaient tous les trois dans le grand teint, donc tous les trois étaient autorisés. Mais effectivement, ils avaient l'air de dire que, enfin, d'après les traités, que la cochenille donnait de plus belles couleurs. Et le kermesse, c'était surtout le kermesse qui était vraiment le colorant rouge. Mais avec les analyses qu'on a fait aujourd'hui, en termes de tenue à autant, la cochenille ne tient pas forcément mieux que la garance. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Ça dépend de la recette de teinture, ça dépend du textile. Donc c'est assez compliqué de le dire. Mais voilà. Alors donc pour terminer cette conférence, petite conclusion. Alors on a vu donc avec vous qu'il était possible d'identifier la plupart des composants de la tapisserie. Donc on a vu les techniques de tissage, on a vu la nature des fibres textiles et certains colorants, et tout ça sans prélèvement. Donc comme quoi c'est possible. On a vu aussi qu'il était pour cela nécessaire et vraiment presque obligatoire d'utiliser une base de données la plus large possible pour qu'on ait vraiment beaucoup d'éléments de comparaison et qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Il faut savoir aussi que là, on vous a présenté la technique donc, de la caméra hyperspectrale éclairée avec des lampes halogènes, donc on est dans le visible, et qu'on peut aller aussi regarder dans l'infrarouge, mais il y a d'autres méthodes, comme par exemple le XRF, donc les rayons X, qui vont nous permettre d'identifier cette fois-ci les mordants dont on vous a un peu parlé avec Hortense dans la conférence. On peut aussi utiliser l'UV pour obtenir d'autres informations. Donc toutes ces méthodes vont venir compléter l'ensemble de nos résultats pour révéler au final tous les secrets que la tapisserie nous cache ou que les personnes qui les ont réalisés qui nous ont pas laissé de traces en fait de leur fabrication ou de ce qu'elles ont vécu. Je parle aussi pour les restaurations. Et donc c'est sur ces mots. On vous remercie. Merci.